Bonjour tout le monde. Bonjour les copains. Comment ça va en ce mercredi 14 mai 2025? Bienvenue à vous. Nous allons assister ensemble à la séance des questions d'actualité au gouvernement à 14 heures. Et ça va être l'occasion d'entendre les réactions de la classe politique, n'est-ce pas? Aux annonces. Enfin, aux annonces. Pardon. À ce que n'a pas annoncé Emmanuel Macron dans son émission d'hier soir. Bien remis d'Euroguesseur. Ouais, bien remis d'Euroguesseur. Pour ceux qui ont regardé Euroguesseur hier soir sur la chaîne d'Arte sur Twitch, j'espère que vous avez kiffé l'émission. Nous, on a beaucoup aimé la préparer et la faire, et l'animer en ce qui me concerne. Et sinon, hier soir, est-ce que vous avez regardé l'émission de TF1 présentée par Gilles Boulot avec en invité politique le président de la République Emmanuel Macron? Vous avez regardé ou pas? Oui, oui, non, ouais, non, non, oui, 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 non, non. Que des extraits. Non, oui, non, non, oui, oui, non. D'accord, d'accord. La France est divisée, n'est-ce pas? La France est divisée, bien entendu. Ceux qui ont regardé, est-ce que vous avez regardé les 3 heures? Parce que moi, je les ai regardés ce matin, hein. J'ai regardé ce matin les 3 heures. C'était chiant, hein. Oh là là, c'est long, hein. Terriblement long. Hmm. C'était pas fou? Non, c'était pas fou. Ah oui, tiens, il y a un petit chat derrière moi. Alors c'est probablement plus excitant comme information. Vous voyez là? Non, là. Il y a un petit chat. Tu dis bonjour? Il y a un nouveau chat chez moi. Il y a un nouveau petit chat qui est arrivé il y a quelques jours. Elle s'appelle Nausicaa. C'est une petite femelle. Elle a 1 an. Je suis famille d'accueil. Pour une durée indéterminée, on verra. Et voilà. Tiens, je vais vous la présenter. Viens. Hop. Viens. Dis bonjour. Dis bonjour. Coucou. Hmm. Voilà le petit chat. Bébou. Petit bébou. Donc je vous disais, elle a 1 an. Elle a 1 an et elle a été trouvée dans un parking. Voilà. Elle a été trouvée dans un parking. Et après avoir été récupérée une première fois, elle a atterri chez moi. Et donc je suis famille d'accueil. Je la garderai le temps que ça durera. On verra bien. Elle est un peu timide. Elle est un peu timide, mais moins que la précédente. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vas tomber là. Tu vas tomber. Bah oui, miaou. Voilà. Hop. Elle a pas de puce. Non, non, t'inquiète, elle a été traitée. Tout va bien. Elle va pas sous le meuble. C'est sa place pourtant. Eh ben non. Eh ben non. Non, non. Elle est normale. Mais c'est vrai que la journée, elle reste loin de moi encore. Encore une fois, elle est arrivée il y a quelques jours seulement, hein. Mhm. Et si tu laissais papa travailler maintenant? Il faut qu'on parle de Macron. Il faut qu'on parle de Macron avec le chat, tu vois? Tu vois, ça c'est le chat. Ça c'est là qui défile là, c'est le chat. Tu dis bonjour? Eh ben ils veulent qu'on parle de Macron. Ils adorent Macron. Non. Non, 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 non. Elle aussi, elle a de la peine à croire que tu travailles. Bah oui, évidemment. Perso, je préfère le chat. C'est ça, l'analyse. L'analyse de l'émission d'hier d'Emmanuel Macron, ça va être 1 heure de caressage de petit chat.
Le chat préfère le chat normal. Oui, oui, tu me diras, ça se défend. Tu me diras, ça se défend. Effectivement, ce chat est effectivement plus intéressante que Emmanuel Macron hier soir, parce qu'on a eu une émission de 3 heures dans laquelle il n'a rien annoncé. Et moi, je suis assez d'accord avec l'analyse du journal Le Monde qui dit que c'est une mise en scène de son impuissance. Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il peut pas faire ce qu'il veut, il peut pas annoncer ce qu'il veut. Du coup, hier, il a rien dit. C'est aussi simple que ça. Hein, le petit chat, t'en as pensé quoi, toi? Non, tu dormais. Il n'y a pas eu de référendum annoncé. Non, aucun référendum ni consultation. Le bruit avait couru ces derniers jours qu'Emmanuel Macron serait sur le point d'annoncer éventuellement, au conditionnel, un référendum ou bien des consultations à choix multiples. Il a parlé du sujet sans rien annoncer, il a été très flou dans ce qu'il disait. Moi, j'ai écouté le passage où il explique qu'il veut faire des référendums article 11 de la Constitution, mais qu'il voudrait faire un truc à choix multiples. Donc, pas ouf, quoi. Hmm. Ça ressemble à un débrief de fin de mandat alors qu'il reste encore 2 ans. Je suis d'accord avec toi, Dixmood. Je suis d'accord avec toi. Il y avait un côté fin de règne. Il y avait un côté justification. Après 8 ans au pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait et tout, alors qu'il reste encore 2 ans, quoi. Est-ce que Macron a pas fait exprès de laisser entendre ça pour amener les gens à regarder? Non, je pense que ça marche pas comme ça. L'Élysée n'a pas besoin d'audimat. T'inquiète pas. En revanche, ce que voulait sans doute faire l'Élysée, c'était balancer ce qu'on appelle un ballon d'essai, c'est-à-dire de tester l'hypothèse dans l'opinion publique pour voir ce que les gens en pensent. Je sais pas pourquoi Macron a décidé de faire marche arrière finalement. Après y avoir réfléchi, il a laissé tomber. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron il hésite à faire des référendums. Il avait déjà fait le coup pendant le Covid. Celles et ceux qui s'en souviennent. Macron, pendant le Covid, il avait dit pourquoi pas un référendum. À l'époque, on parlait beaucoup de l'environnement. Ah non, ça c'était mon pouce, ça. Hum. C'est bon les bonbons? Non mais il n'y en a plus là, c'est fini. Miam miam. C'est une composante essentielle de la Ve République, le référendum. Je trouve ça fou qu'il soit jamais utilisé. Bah, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu de référendum qui a été utilisé, parce que le dernier référendum a laissé un traumatisme dans l'opinion publique, et qu'il y a toujours la peur de faire un référendum plébiscitaire. Donc non, pour l'instant, pas de référendum. Tu es monté sur le bureau, t'es sûr? Non, c'est fini. C'est fini. Non, il n'y a plus de bonbons. Euh, Protéger la carte son. Non, mais ça va, elle monte pas sur le bureau, donc tout va bien. C'est pas comme Milo. Milo, il marche partout. Hmm. Elle a pas l'air peureuse en vrai. Non, là, ça va. Là, ça va. Là, c'est les câlins. Là, c'est l'heure des câlins. Mais tout à l'heure, elle était dans sa boîte et puis elle bougeait plus, hein. Hmm. Comment s'appelle ce chat et pourquoi Po Bayrou? Elle s'appelle Bayrou. Non, elle s'appelle Nausicaa. Elle s'appelle Nausicaa. C'est son petit nom. C'est pas moi qui l'ai choisi. Hmm. C'est bon les caresses? On fait une pause? Hop là. Ah. Zou. Tu peux retourner dans ta boîte si tu veux. Comme tu veux. Voilà, donc je voulais vous la présenter, la petite Nausicaa. Nausicaa. Ouais, exactement. Nausicaa. Hmm. Enfin des news politiques positives. Ouais, bah ouais, un petit chat.
Non, mais ouais, donc du coup, l'émission d'hier d'Emmanuel Macron, moi, je sais pas trop quoi vous en dire, hein. C'est-à-dire que tout était attendu, tout était entendu, tout était. Moi, j'ai été surpris par rien. J'ai été surpris par rien. J'ai entendu qu'il avait haussé le ton vis-à-vis de Benyamin Netanyahou sur Gaza. Il a parlé de l'Ukraine aussi et de l'importance du cessez-le-feu. Pas de nationalisation d'ArcelorMittal et de Vancorex. Oui, enfin, je m'y attendais pas, donc voilà. C'est vraiment, il n'y avait pas de surprise hier. Il n'y avait aucune surprise. Thibaut InShape, t'as aimé? Osef. Enfin, sans plus, Thibaut InShape, il a abordé le sujet de l'éducation sportive et de la nutrition. Très bien. Enfin, oui, d'accord, oui. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout était un petit peu accessoire, tu vois. C'est-à-dire que tous les sujets qui ont été abordés étaient pour beaucoup d'entre eux des sujets relativement secondaires. On a parlé de est-ce que la carte vitale et la carte d'identité devaient être mariées l'une avec l'autre, confondues en une seule carte. Est-ce qu'il faut louer des places de prison à l'étranger? Ce que je trouve absurde, mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, j'en sais rien, mais. euh, Enfin, je sais pas. Ouais, Salomé Saké, elle a fait le taf, elle a fait ce qu'elle a pu, Salomé. Elle a eu l'occasion de parler à deux reprises. Elle a eu l'occasion de parler à deux reprises, elle a parlé de la santé mentale des jeunes, et Macron a répondu que c'était important d'avoir un forfait remboursé pour des consultations psy pour les étudiants, mais que le forfait, malheureusement, il n'a pas complètement tort, c'est difficile de l'imaginer plus élevé que les consultations des professionnels de santé qui ont fait médecine. Un peu compliqué. Hmm. Est-ce que tu es soulagé à propos du service militaire? Ah oui, je suis soulagé. Je suis soulagé. Macron n'a pas annoncé la généralisation du SNU, ni l'entrée en vigueur d'un nouveau service militaire. Je suis rassuré. T'as pensé quoi de la séquence sur le déficit? Avec Agnès Verdier-Molinier? Bah alors ça, pour le coup, j'en attendais rien du tout, hein. Je sais très bien qu'Agnès Verdier-Molinier, c'est une libérale qui veut faire baisser les dépenses, baisser les dépenses, baisser les dépenses et baisser les impôts. Donc j'en attendais pas grand-chose. Aucune news par rapport à la nouvelle dissolution, ça aurait été bien de se projeter un peu. Non, mais ça, c'est normal qu'il n'y ait pas de news vis-à-vis de la dissolution, parce qu'une dissolution, tu l'annonces le jour où tu l'annonces. Tu fais pas de teasing de dissolution. Tu peux faire un teasing de référendum. Alors, il a fait un teasing de référendum, Macron. Il a dit que la loi sur la fin de vie, si jamais ça passait pas à l'Assemblée, éventuellement, il ferait un référendum. C'est un peu limité quand même comme référendum. Enfin, c'est très important la fin de vie, vous me direz, mais c'est pas déterminant, quoi. Hmm. Ce qui n'est pas possible constitutionnellement, apparemment. Et par ailleurs, tu as raison, ce n'est pas possible constitutionnellement. Article 11 ne prévoit pas la possibilité de faire un référendum sur la fin de vie ou sur l'immigration. Il y a un champ du référendum qui est prévu et qui est assez précis, même si on peut en discuter. Euh, Et aujourd'hui, le consensus, c'est qu'on ne pourrait pas faire de référendum sur la fin de vie. Donc, donc voilà, c'est pour ça, tout ça pour dire que sur cette question de référendum, Macron a renvoyé à une éventuelle discussion qui aurait lieu avec le gouvernement, en disant que ce sera au gouvernement de prendre des initiatives. Donc ça veut dire qu'il faudrait réviser la Constitution pour ouvrir le champ du référendum. Hmm. Un référendum sur une loi rejetée, c'est pas un principe étrange? C'est une bonne question que tu poses. Un référendum, si le Parlement rejette un texte, est-ce que le peuple peut adopter ce texte? Est-ce que ça a du sens d'opposer le peuple avec ses députés? C'est intéressant, hein? C'est une bonne question. Il peut redissoudre quand concrètement? Il peut redissoudre début juillet. Donc ça ferait des élections mi-août. Quel intérêt de cette élocution? Tu confonds élocution et allocution.
Et c'était pas une allocution, c'était une émission sur TF1. Où Macron, pendant 3 heures, a défendu son bilan, a défendu son action, a expliqué ce qu'il avait fait, ce qu'il voulait mettre en œuvre à l'avenir, etc. Enfin, c'était du Macron tout craché, hein, c'était assez classique. Réviser la Constitution pour le référendum alors que les juges constitutionnels sont remis en cause par l'extrême droite, est-ce que c'est pas un grand risque? Non. Non, c'est pas un grand risque, parce que réviser la Constitution, on touche pas au Conseil constitutionnel. On n'a pas besoin. Utiliser le référendum pour disqualifier le Parlement en vue d'une dissolution. Ah, ça peut être intéressant, effectivement. Je comprends la logique de ce que tu dis, c'est-à-dire que le Parlement rejette une loi, le président fait un référendum sur cette loi, les Français votent oui, et le président dissout l'Assemblée dans la foulée pour déclencher de nouvelles élections. Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois référendaires. Ouais, je sais. Je comprends pas, c'était en rapport avec la question d'avant? Est-ce que c'est normal de filer 3 heures à Macron pour défendre son bilan? Est-ce que c'est pas problématique? On est dans un pays libre. Vous êtes libre de pas regarder. TF1 est une entreprise privée qui est libre, s'il le souhaite, d'inviter le président de la République pour une émission de 3 heures. C'est aussi simple que ça. Si on faisait 2 référendums en même temps, un via l'article 89 pour élargir le champ du référendum et un via l'article 11 sur la fin de vie, par exemple. Oui, mais avant ça, parce que l'article 89 nécessite quand même l'adoption d'une loi constitutionnelle dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Donc tu as quand même un principe... Mais je comprends, l'idée que tu dis, c'est de profiter du fait de faire un référendum pour en faire un deuxième. Le premier est acheté, le deuxième est gratuit, tu vois. En tout cas, ça coûtera pas moins cher. C'est vrai qu'on ferait des économies de pognon. Vu que le ministère de l'Intérieur a communiqué en disant que ça coûtait 100 millions d'euros d'organiser un référendum. Si on faisait 2 référendums en même temps, non, oui, non. J'ai du mal à comprendre l'exercice de communication qu'il a fait pour le coup. Moi, je suis comme toi, j'en sais rien. C'est un homme politique qui a donné une interview, quoi. Voilà. Il a essayé de se défendre. Ceux qui, de toutes les façons, détestent Macron, le détestaient avant et le détesteront après, hein. Ça, c'est pas... Il est pas tout à fait prévu que ça change, ça. Mais enfin, j'ai l'impression qu'il y en a dans le chat qui hallucinent complètement, mais n'hallucinez pas. Pour le coup, c'est classique, hein. Une émission à la télévision en fin de quinquennat, tous les présidents en ont fait. Chirac en a fait, Sarkozy en a fait, Hollande en a fait. Voilà. Sur ce format-là, à peu près, plus ou moins, ça dépend. Parfois, c'est les Français qui posent des questions, parfois, c'est les internautes, parfois, il y a eu plein de formats différents. Mais il n'y a rien de nouveau. Emmanuel Macron n'a pas innové. Là, aujourd'hui, pour le coup, ce que vous avez vu hier n'est pas une innovation en termes de communication politique. C'est même très classique. Est-ce qu'on est en fin de quinquennat? Bah, il reste 2 ans, quoi. Il reste 2 ans d'un président faible. Donc, j'en sais rien, c'est à vous de me dire. Moi, j'ai l'impression... Enfin, mon impression, c'est qu'on est en fin de mandat, quoi. J'ai vraiment une impression qu'il y a une atmosphère de fin de mandat où il se passe rien, où le président n'arrive pas à avancer, à aller dans la direction dans laquelle il veut aller. En même temps, c'est de sa faute parce que c'est lui qui a dissous, hein. C'est la dissolution qui a foutu Macron dans cette situation. C'est pour ça que moi, ça m'a fait marrer hier de voir Emmanuel Macron expliquer que ah mais non mais on peut pas, il faut le Parlement, ah mais non mais on peut pas, c'est compliqué, ah mais attendez mais c'est difficile, etc.
Moi, j'étais là avec mes popcorn, j'étais en mode eh ben, fallait pas dissoudre, connard. Pardon. Non, je l'ai pas dit comme ça, mais il y avait un peu l'idée, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ouais. Il a défendu sa dissolution. Hier soir, il a défendu sa dissolution, je l'ai pas entendu. Euh, Ça va le petit chat, t'as pas peur? J'ai crié, fallait pas crier, il y a le petit chat. Faut pas crier quand il y a le petit chat. Est-ce qu'il pourrait revenir en 2032? Évidemment, bien sûr. Je vous rappelle, et je rappellerai toujours à tout le monde, qu'Emmanuel Macron est un président jeune. Je répète, Emmanuel Macron est un président jeune. Il va quitter le pouvoir après 2 mandats avant l'âge de 50 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la dinguerie. Déjà que Sarko et Hollande, alors qu'ils sont plus vieux que lui, au même moment dans leur carrière politique, ont tous les deux essayé de revenir après. Je vois absolument pas pourquoi Macron n'essaierait pas de revenir. Je viens d'apprendre qu'un président peut avoir 3 mandats tant que c'est pas consécutif. Ah mais il peut en avoir beaucoup plus que ça, hein. Un président n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais s'il met un mandat dans le laps de temps, il peut refaire 2 mandats, puis relaisser passer un mandat, puis en refaire 2, puis laisser passer un mandat, puis en refaire 2. Il peut faire ça toute sa vie, hein. C'est complètement possible. Hmm. Comme Poutine qui alternait. Alors Poutine, c'est encore plus que ça. C'est que Poutine, il y a la même règle effectivement dans la constitution russe. Poutine, il a fait 2 mandats, puis il a mis son premier ministre président, c'était Dmitri Medvedev, et il est devenu premier ministre. En fait, il a interchangé avec Matignon, Poutine. C'est comme s'il avait interchangé avec Matignon. Élysée, Matignon, Matignon, Élysée, comme ça, pour contourner la constitution. Et avant que vous me posiez la question, je vous le dis tout de suite, c'est possible en France. Oui, c'est possible en France. Oui, Emmanuel Macron peut devenir Premier ministre en 2027. Si Édouard Philippe, vu que les sondages apparemment sont favorables à Édouard Philippe, si Édouard Philippe remporte l'élection présidentielle, il pourra tout à fait nommer Emmanuel Macron Premier ministre. C'est très la démocratie. Ah, mais c'est le peuple français qui décide, hein. Ça, c'est le peuple français qui décide. Ça s'appellerait un coup d'État. Non, ça s'appellerait une élection. Attention, il faut qu'il ait une majorité absolue au Parlement, hein. C'est pas gratuit, hein. Il faut qu'il gagne les élections pour ça. Ça fera très poutinien. Ah là, ça fera très 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 poutinien. Hmm. Ah bah ouais, là, ce sera directement poutinien, oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y aura une dissolution en 2027, quoi qu'il arrive? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Il y a aucun scénario où le prochain président de la République ne dissout pas l'Assemblée dès son élection. Oui. Est-ce qu'Édouard Philippe est toujours en bon terme avec Macron? Je ne crois pas. Il paraît qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe se détestent. Sauf s'il y en a une entre-temps qui correspond au futur président. Ah oui, effectivement, tu as raison. Oui, tu as raison. Si par exemple, admettons, en 2026, il y a une dissolution. D'accord?
Le Rassemblement national obtient une majorité absolue de suffrages à l'Assemblée nationale. Jordan Bardella devient Premier ministre. Et immédiatement, Jordan Bardella annonce sa candidature à l'élection présidentielle prévue dans un an, en 2027. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Rassemblement national gagne la présidentielle. On se retrouve donc dans une situation où le président de la République, Jordan Bardella, conserve l'Assemblée nationale et ne dissout pas après son élection, puisqu'il a déjà une majorité absolue. Voilà. Ça peut exister, effectivement. Mais ça voudra dire que les Français, à 2 reprises, ont voté pour élire le Rassemblement national. Est-ce que Marine Le Pen est hors jeu? Pour la présidentielle, ça paraît mal barré pour elle. Par contre, pour Matignon, Marine Le Pen, elle pourrait devenir Première ministre. Hein. On aurait donc Jordan Bardella, président de la République, et Marine Le Pen, Première ministre, à la tête d'une majorité absolue de députés du Rassemblement national. Voilà. Par contre, elle ne pourra pas être maire de Pau. Ah si. Si. Si Marine Le Pen a de l'humour, elle pourra se présenter à l'élection municipale de la ville de Pau pour devenir maire de Pau et Première ministre. Elle a le droit. Tout ce que je viens de vous raconter est légalement possible. Et vous avez bien compris évidemment que l'exemple que j'ai pris du Rassemblement national peut être pris avec n'importe quel autre camp politique. Attendez, je reviens, je vais chercher mon café. Désolé, j'avais oublié de faire couler mon café. Désolé. Voilà, de retour. Il est où le chat? Elle est sortie? Elle est partie. Bon, écoute, très bien, elle a le droit. Elle fait ce qu'elle veut. Si Retailleau se présente, il peut siphonner une partie de l'électorat du RN. Est-ce que Bardella a une réelle chance de l'emporter, étant donné qu'il est mis en difficulté à plusieurs reprises dans les débats? C'est une bonne question que tu poses, hein, Flo Fox. C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Il peut se passer beaucoup de choses dans une présidentielle. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ces scénarios, les idées qu'on peut s'en faire, on peut être surpris dans une élection présidentielle. On peut être surpris à la hausse ou à la baisse par les résultats de certains candidats. On peut être surpris par des configurations, effectivement, où des candidatures se piratent les unes les autres. On peut être surpris de plein de choses. Et oui, effectivement, un Bruno Retailleau,
Si on imagine un scénario dans lequel il y a Bruno Retailleau, Éric Zemmour, Jordan Bardella, qui seraient 3 candidats de droite et d'extrême droite à l'élection présidentielle, on peut imaginer qu'ils se piratent les uns les autres, qu'ils s'affaiblissent, et on peut même imaginer que la gauche, si elle est unie, réussit à se hisser au second tour. C'est possible. On peut se retrouver avec, je sais pas, je prends toujours l'exemple de Édouard Philippe au second tour face à quelqu'un de gauche. Et donc une large victoire d'Édouard Philippe. J'en sais rien, je sais pas, faut voir. Ça dépend des reports de voix, ça dépend de la mobilisation des électeurs, donc du taux d'abstention. Tant que Jean-Luc a pas lâché l'affaire, quelqu'un de gauche au second tour, c'est mort. Bah, déjà, ça peut être Jean-Luc au second tour, ça c'est possible. C'est même probable si on se base seulement sur les résultats des 2 dernières élections présidentielles. Mais ça peut aussi être surprenant. Jean-Luc peut s'effondrer et quelqu'un d'autre peut reprendre le flambeau. Enfin, tu vois, une campagne, c'est plein d'incertitudes. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il porte tellement préjudice à son parti. Enfin, je veux dire, vous êtes gentil, Jean-Luc Mélenchon, il a bon dos. Il a réussi à arriver à plus de 20% des voix au premier tour d'une élection présidentielle à 2 reprises. C'est plutôt pas dégueulasse comme résultat. Bon, le reste, toutes les autres élections, ça se passe moins bien pour la France insoumise d'une manière générale. C'est toute la particularité d'un parti aussi incarné que la France insoumise, c'est que son leader est tout à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Donc, pour ce qui est d'une élection présidentielle, jusqu'à présent, la France insoumise s'en sort bien au premier tour. Alors je dis s'en sort bien. C'est une manière de voir les choses. Je veux dire, on peut être en désaccord avec moi et me dire t'es marrant, mais perdre à 3 reprises une élection présidentielle, c'est pas bien s'en sortir. Peut-être. Oui, peut-être. C'est une manière de voir les choses. Mais comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon lui-même, c'est passé à ça. Hein. Bah, hum. Sauf candidature unique à gauche, il ne refera jamais 20%. Mélenchon? Je sais pas. Je veux bien, hein, je veux bien l'imaginer, mais en fait, je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Enfin, il l'a déjà fait 2 fois. C'est quoi la différence fondamentale? En l'état actuel des choses? Après, je veux dire, ok, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Mais bon, j'ai envie de dire, il y avait déjà plein de gens qui l'aimaient pas les 2 dernières fois. Je veux dire, est-ce qu'il y a des électeurs de la France insoumise qui vont arrêter de voter la France insoumise parce qu'ils ont changé d'avis? Imaginez un électeur qui a voté LFI en 2017 et en 2022 et qui en 2027, finalement, change d'opinion et dit bon, bah, ce sera pas mon candidat, je vais voter pour un autre candidat. Et surtout, combien de personnes vont faire ça? Si c'est une petite déperdition, c'est pas le bout du monde. Hein. Si c'est par contre une hémorragie, oui, ça peut être chiant pour lui, oui. J'ai voté LFI dans le cadre du NFP, plus jamais dans aucun contexte. D'accord. Ouais, il y a peut-être des électeurs de LFI qui regrettent, qui veulent plus voter LFI, c'est possible. Mais, enfin, je veux dire, encore une fois, les dynamiques de vote de ce type-là, ça existe dans tous les sens. Hein. Regardez la quantité astronomique de gens qui se sont jurés de ne plus jamais voter pour le Parti Socialiste. Et qui finalement l'ont quand même fait, parce que NUPES, parce que NFP.
Bon, bah, c'est bien la preuve que les choses peuvent bouger. Les contextes peuvent créer des opportunités. Donc, donc moi, je ne serais pas définitif. C'est-à-dire qu'on on verra bien comment se passe la campagne. Il y a quand même un truc qu'on a vu aussi à la campagne présidentielle de 2017 et de 2022, c'est que Jean-Luc Mélenchon est quand même un très très bon euh, candidat à l'élection présidentielle dans le sens où il fait d'assez bonnes campagnes. Si vous regardez les sondages d'opinion qui sont réalisés tout au long de la campagne présidentielle, vous constatez quoi? Vous constatez que Jean-Luc Mélenchon, il part toujours de 10-15% et il monte, 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 il monte. Voilà. C'est ça. La dynamique de campagne de Jean-Luc Mélenchon, à 2 reprises, ça a été ça. Une montée, la fameuse tortue Sagace, qui l'a emmené jusqu'à plus de 20%. Bon, ça a déjà eu lieu à 2 reprises. Est-ce que ça aura lieu une troisième fois? Peut-être. Peut-être. C'est possible. Il est possible aussi que ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Que ça ne fasse plus recette. Mais bon, je... faudra examiner ensemble. Mais je vous rappelle qu'on va la vivre ensemble, cette campagne présidentielle, les copains. Hein. Vous et moi. On sera là. Hein. Pensez à vous abonner d'ailleurs. Hein. On va discuter et tout. On va regarder, on va lire, on va écouter. Ça va être trop bien. Hmm. Depuis, il y a eu quelques casseroles quand même. Oui, il y a eu les accusations d'antisémitisme. Il y a le comportement à l'Assemblée nationale qui est reproché à la France insoumise de manière injuste, selon moi. Mais et on peut ne pas être d'accord avec moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, Il y a l'affaire Chikirou, mais je sais pas où on en est d'ailleurs de cette affaire. Et l'autre affaire sur le détournement de fonds publics au Parlement européen, pareil, on est encore au stade de l'information judiciaire. Donc, hum, si ça fonctionne pas, j'ai du mal à croire que le peuple de gauche se tourne vers un candidat centriste. Si on prend l'option Ruffin, il pourrait se tourner vers lui, un peu moins probable avec Glucksmann. Les déçus se tourneront peut-être vers l'abstention. C'est juste ce que tu dis, oui. C'est assez juste. Je veux dire, la probabilité que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent Raphaël Glucksmann est relativement faible. Mais ça peut exister, encore une fois, hein, c'est pas non plus totalement marginal et tout, ça peut exister. Euh, que des déçus de Jean-Luc Mélenchon votent pour un François Ruffin est plus probable, effectivement, pour des raisons de relative proximité idéologique. Mais bon, c'est pas fait, hein. L'idéal, ce serait un candidat ni LFI ni PS. Ouais, mais du coup, ce serait un candidat qui n'attirerait des voix ni d'LFI ni du PS. Parce que si tu veux, les déçus du macronisme, t'as aussi la question du transfert des électeurs macronistes. Les électeurs macronistes qui n'ont pas envie de revoter, parce qu'il n'y aura plus Emmanuel Macron qui sera candidat, les électeurs macronistes qui pourraient avoir envie de se diriger vers une candidature de gauche modérée. Et ça pourrait être un Glucksmann, pour le coup, qui lui pourrait bénéficier de cet attrait-là. Tondelier peut. Tondelier, ouais, candidate écologiste qui fait le trait d'union. C'est vrai que c'est l'avantage d'une Tondelier dans le NFP, c'est qu'elle est bien identifiée comme un trait d'union, quoi. Donc, ouais, j'en sais rien, je sais pas. Hmm. Puis
Puis bon, là, on est en train de faire un casting comme ça à la volée, mais il y a aussi toute la question de la mécanique qui permet de désigner le candidat, hein. Est-ce que ça passe par une primaire? Est-ce que ça passe par un conclave? Est-ce que ça passe par une dynamique quelle qu'elle soit? Euh, Comment tu réussis à mobiliser l'opinion publique aussi? Il se passe quoi si Mélenchon est en incapacité de se présenter? Eh ben, LFI désigne un autre candidat. Hmm. Je fais la campagne municipale à Grenoble. C'est quand même spécial les discussions entre partis. Ah bah ça. Bon courage, hein. Bon courage à toutes les personnes qui sont impliquées dans les élections municipales. Il se passe quoi si la France insoumise n'obtient pas les 500 signatures? Bon, ils les auront, surtout après les municipales de 2026, je pense. Il y a quand même assez peu de chances qu'LFI n'ait pas ces signatures. Pour la première fois dans la 5e, on ne connaît aucun nom fixe d'aucun parti. Il y a quand même des suspicions importantes. Enfin, je veux dire. Alors, t'as raison, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, c'est l'un ou l'autre, on sait pas encore. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. À droite, on sait pas. Pour les macronistes, pour l'instant, il y a Édouard Philippe. Et à gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même assez pressenti pour être le candidat de la France Insoumise. Raphaël Glucksmann, qui est suspecté de quand même avoir très envie de se présenter. Ouais, Gabriel Attal comme successeur de Macron pour les macronistes, peut-être, ouais. Hmm. Je vois pas dans quel monde Mélenchon n'y va pas. Il fédère trop sur une élection. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais je reviens à ce que je disais au tout début sur le fait que je ne vois pas pourquoi la France insoumise se priverait de l'atout que représente Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle. Je veux dire, à moins qu'il tombe malade, ce qui peut arriver, mais à moins qu'il tombe malade, il n'y a aucune raison, hein. Olivier Faure à gauche. Oui, Olivier Faure, s'il remporte le congrès du PS, il peut plutôt bien s'en sortir, hein. C'est possible. Il mettrait pas ma main à couper, mais c'est possible. Alors attendez, je vais préparer l'Assemblée nationale. Lidalidadoum. Hop, hop, séance publique, c'est bon. C'est quand le congrès du PS? C'est en juin. Juin-juillet. Juillet, je suis pas sûr. Je crois que c'est dans le mois de juin en tout cas. Hmm. Si Mélenchon tombe malade, qui pour lui succéder? Et quelles conséquences pour les partis de gauche? Ce ne sont que des bonnes questions. Non mais vraiment, j'ai pas la réponse à toutes les questions et heureusement. Enfin, moi je suis comme vous savez. Je regarde, j'écoute, je lis, j'essaie de comprendre, je suis surpris. Parfois je m'attends à des trucs et il se passe rien. Genre par exemple hier soir. Parfois tu t'attends à rien et il se passe une dinguerie. Par exemple la dissolution l'année dernière. Bon, c'est fou, hein. Et parfois vous vous abonnez à ma chaîne et ça me fait plaisir. Merci le Texan, merci Pibara, merci Simon Sonic, le canard inadéquat, Sahel, Cadio, Gouma, Calem Duck, Alice Bliss, Demi-Pêche, Qatar, Mister Yannock. Merci pour vos abonnements. Pourquoi hier soir? Parce que hier soir, Emmanuel Macron a donné une interview sur la chaîne TF1 au cours de laquelle il n'a rien dit. Voilà. Pour vous la faire courte, hein, si vous avez raté l'émission d'hier soir,
Bah, vous n'avez pas raté grand-chose parce que Macron n'a rien annoncé, il n'y a pas de nouveauté. On s'attendait à des annonces, on s'attendait notamment à l'annonce d'un référendum ou de plusieurs référendums, on savait pas. Bon, et puis finalement rien. Est-ce que les journalistes ont été bons? Bah, les seuls journalistes qu'il y avait sur le plateau, c'était Gilles Boulot et Salomé Saké. Et oui, je trouve que Gilles Boulot a plutôt bien fait le taf. Enfin, je dis ça comme si c'était facile à animer comme émission, tu vois. Enfin, j'ai pas du tout la prétention d'être capable d'animer une émission comme celle-là. Et Gilles Boulot a beaucoup de choses à m'apprendre, je pense. Et Salomé Saké a fait une très bonne prestation. Après, je suis pas très objectif sur Salomé parce que c'est une amie, je l'aime bien, on s'apprécie, donc voilà. Ah oui, il y avait Darius Rochebin, effectivement. Il y avait Darius Rochebin qui était là aussi. Au début, ouais. Oui, vous avez raison, il y avait 3 journalistes. Il y avait Darius Rochebin. Bah, tu vois, j'ai oublié Darius Rochebin. Hmm. Le maire de Béziers, il était un poil insupportable. Robert Ménard, Robert Ménard, Robert Ménard, comment vous dire? Vous savez que Robert Ménard, c'est un homme qui a une trajectoire politique très bizarre, hein, parce qu'il a commencé plutôt à gauche, et il a fini à l'extrême droite, même si là, il est en train de se recentrer, donc il a vraiment une trajectoire gauche, extrême droite, recentrage. Voilà. C'est à peu près l'histoire de la vie de Robert Ménard. La première fois que j'ai rencontré Robert Ménard, j'étais très impressionné de le rencontrer, parce que pour moi, c'était un très grand monsieur, Robert Ménard. Faut remettre dans le contexte. Moi, j'ai 17 ans. Je suis président de l'association Jet d'encre, qui est une association qui défend la liberté de la presse dans les lycées, dans les universités et dans les quartiers. Donc une association de liberté de la presse. Et à l'époque, Robert Ménard, il est le secrétaire général, je crois, de Reporters sans frontières, l'association qu'il a fondée, l'ONG qu'il a fondée 20 ans auparavant, quoi. 30 ans même. 20 ans. Et moi, j'étais super ému, hein. Bah ouais, moi j'étais un petit défenseur de la liberté de la presse et je me retrouve devant Robert Ménard et je lui serre la main, je tremble un peu en lui serrant la main. C'était à l'époque où je savais pas encore dire bonjour et tout, j'étais un petit piou, j'étais en phase d'apprentissage. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai rencontré Robert Ménard. Voilà. Je ne l'ai plus jamais rencontré. Il est parti de Reporters sans frontières après et il a fini par se présenter aux élections municipales avec le soutien du Rassemblement national. Il a fondé Reporters sans frontières, ouais. Robert Ménard a été l'un des fondateurs d'RSF. Une très très belle organisation que je salue d'ailleurs et que j'apprécie toujours autant, qui fait un très bon boulot de protection des journalistes, notamment dans les zones de guerre. Hmm. Du coup, c'est devenu Reporter avec frontières. Très bon. C'était une des premières prises de guerre du FN dans le cadre de la dédiabolisation. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, je m'en souviens. Jean, il serre une main et pouf, on se retrouve raciste. Merde, c'est de ma faute. Donc bref, tout ça pour dire que hier soir, Robert Ménard sur le plateau, je suis d'accord, il était un peu pénible. Avec ses obsessions sur l'insécurité et tout. Qu'est-ce qui explique qu'il est vrillé comme ça? Je sais pas. Alors, je vais pas faire de la psychologie de Robert Ménard. Je connais pas Robert Ménard. Il a sa vie, il a son parcours, il a sa trajectoire. Voilà. Il fait de la politique avec sa femme, en l'occurrence, Isabelle Ménard, qui est toujours députée d'ailleurs, je crois. Ou je sais plus si elle a été réélue. J'ai un doute. Hmm. Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard? Isabelle Ménard? Putain, tu me fous le doute. Je sais plus. Non, elle a perdu.
Ah, elle a perdu contre le RN. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens. C'est Emmanuel Ménard. Merci les copains, merci, merci. C'est Emmanuel Ménard. Et elle a perdu face à un candidat du Rassemblement national. Donc elle est plus députée. Incroyable. Du coup, il est plus RN friendly. Je crois qu'il a une mauvaise relation avec le Rassemblement national. Je crois que Robert Ménard et Marine Le Pen ne s'entendent pas. Hmm. Je crois savoir que ça va pas très fort. Non, je sais pas si vous... Est-ce que vous avez remarqué autre chose dans l'émission d'hier qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont surpris dans l'émission d'hier? Moi, j'étais un peu blasé, je vous avoue, quand je la regardais, donc j'ai un peu du mal à être surpris agréablement ou désagréablement. Thibaut? Thibaut InShape, il vous a surpris? C'est-à-dire dans le bon ou le mauvais sens que ça? Ah, dans le bon sens? Oui. Oui, oui, non, il était pas mauvais, Thibaut InShape. Enfin, je veux dire, il a fait une vidéo, pour ceux qui ont raté, hein, c'était une interpellation du président sous forme de vidéo. Et Thibaut InShape a fait une vidéo dans laquelle il a dit au président, il y a un problème d'activité physique dans la population générale, il y a des problèmes d'obésité et de surpoids, sans parler du diabète. Comment on peut faire pour encourager une meilleure nutrition, une meilleure pratique du sport. Grosso merdo, je vous le vulgarise, c'était à peu près l'idée, quoi. Bon, bah voilà. Et oui, il l'a dit de manière très correcte, ça s'est bien passé. Enfin, oui, oui, c'était pas... La cuisine à l'école. Oui, voilà, comment est-ce qu'on fait pour enseigner la cuisine à l'école, la nutrition à l'école et tout? Bon, voilà. Bon, c'était très bien. Enfin, Thibaut InShape a souligné un sujet intéressant. Il a demandé au président des engagements. Voilà, bon. Rien d'autre à en dire. Très bien. Il y avait aussi Ferris Barkat, pardon. Vous connaissez Ferris Barkat? C'est un militant qui a créé Banlieue Climat, qui est une association qui travaille sur les enjeux climatiques dans les quartiers populaires. C'est un mec incroyable, Ferris, hein. Je crois qu'on l'avait interviewé sur Backseat d'ailleurs. Je sais plus. Mais Ferris, c'est vraiment un mec chouette. Et lui aussi, il a fait une petite vidéo pour alpaguer Macron. Banlieue Climat, c'est ouf ce qu'ils font. Ah, c'est très très bien ce qu'ils font, hein. Banlieue Climat, c'est une super association, hein. Et il a posé une question à Macron sur la protection des océans. Voilà. Ouais, la surpêche. La pêche intensive, notamment dans les eaux internationales. Je trouve que la santé mentale et l'environnement ont été bien vite évacués. En revanche, le discours du président sur les professionnels de santé mentale, 3 points de suspension. Moi, je trouve pas que ça a été évacué. Je trouve que Macron a répondu. Après, on peut être en désaccord avec la réponse de Macron, mais non, il a répondu à l'interpellation de Salomé Saké sur le sujet. Et après, ils sont passés à un autre sujet, effectivement. C'est quoi les questions au gouvernement à 14 heures? Dans 6 minutes, mesdames et messieurs, vous allez assister à la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale que je vais diffuser en direct sur Twitch. Il s'agit d'une séance au cours de laquelle les députés de tous les bancs de l'Assemblée vont être amenés à poser des questions au gouvernement sur des sujets d'actualité de manière à contrôler l'action du gouvernement. Ça fait partie des missions du Parlement, ce qu'on appelle les missions de contrôle. Dites-vous que c'est un petit peu un entretien d'évaluation. Voilà, c'est un entretien d'évaluation. Les députés qui ont la possibilité de censurer le gouvernement auditionnent le gouvernement collectivement chaque mardi et chaque mercredi en direct sur Twitch à l'occasion de sujets d'actualité. Voilà. Le Premier ministre ne sera pas là du coup.
Si, le Premier ministre sera là. La commission d'enquête qui va auditionner François Bayrou, ce sera à 17h30. Je vais la streamer, mais ce sera à 17h30. Je vous préviens. Hmm. Quelle commission d'enquête? La commission d'enquête sur Betaram. C'est pas à 17h? Tu me fais douter. Si, c'est à 17h. C'est à 17h. C'est à 17h, t'as raison. Je vais le mettre dans le titre. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que demain soir à 19h sur ma chaîne Twitch, il y a l'émission Backseat. Je vous invite à regarder cette émission. Demain, nous recevons comme invité politique la ministre chargée du budget, qui s'appelle Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin, qui est une marcheuse de la première heure et qui va venir répondre à nos questions. Et des questions, on en a notamment sur les 40 milliards d'euros d'économies que François Bayrou dit vouloir trouver pour équilibrer le budget. On en parle demain dans l'émission Backseats. Soyez là, ça va être chouette. Et d'ailleurs, si vous voulez venir dans le public, point d'exclamation place, prenez vos places, venez dans le public de Backseats. Je vous rappelle que l'on tourne de 19h à 22h dans le 20e arrondissement de Paris et qu'il y a un buffet qui est offert après l'émission pour vous remercier d'être venus. Et pour nous aussi, enfin pour moi aussi. Pour qu'on puisse discuter et tout. Envie de prendre un train pour le buffet? Bah tu devrais, ouais, viens. Quand des personnes comme ça viennent à Backseat, est-ce que vous leur donnez des questions en amont? Non. Non. Déjà parce que je les connais pas, moi, les questions. C'est les chroniqueurs qui décident des questions qu'ils ont envie de poser. Et ensuite, la seule chose qu'ils ont en amont, c'est les thèmes qu'on a envie d'aborder. Voilà. Hmm. Ça va le chat? Ça va? Bon, elle se plaint pas. Hmm. Est-ce qu'on sait qui il y aura comme chroniqueur demain? Oui, c'est annoncé sur les réseaux sociaux. Il y aura Usul, Emilio et Namou. Et l'animateur, ce sera Jean Massier. Comme d'hab. Jean qui? Connais pas. Eh ouais. Bah vous le découvrirez demain. Vous verrez, il est sympa. Hmm. Elle a pas envie de sortir. Elle a pas envie de sortir. L'audition de Bayrou, c'est sur quoi? C'est sur Betaram. Audition Bayrou B. Betaram. Attends, comment ça s'écrit? THA2RAM. Hmm. Ah, tu vas te piquer ton émission à force. Eh ouais, non, c'est terrible. Il va m'empêcher de présenter Backseat, ce Jean Massier.
Salut Jean, est-ce que tu pourrais faire un résumé de l'histoire Betaram pour les gens qui n'ont pas suivi? Non, je pourrais pas. Vraiment, je suis désolé, je peux pas faire un résumé d'une affaire qui se déroule sur une trentaine d'années et qui fait l'objet d'une enquête fournie depuis plus de 2 ans, je crois, de la part de journalistes investigateurs. Je suis pas en mesure de faire un résumé de l'affaire Betaram. Tout ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est les justifications de François Bayrou, qui a toujours nié avoir été au courant ou être intervenu dans l'affaire, alors que plusieurs éléments dont la presse s'est fait écho semblent prouver qu'il a bel et bien été au courant et qu'il a tenté d'intervenir dans l'affaire Betaram. Demande à ChatGPT. J'avoue, demande à ChatGPT, tiens. Tu ouvres ChatGPT ou Mistral, c'est mieux. Le chat, voilà, tu demandes au chat. Demande au chat de Mistral, c'est quoi l'affaire Betaram, il va te la résumer. Pourquoi Mistral? Bah parce que c'est français. Edouito demain sur Backseat. Ouais, demain il y aura Edoui Plenel qui sera avec nous pour un Edouito dans Backseat. Allez, la séance va pas tarder à commencer. Voilà, la présidente Yael Braun-Pivet qui va présider cette séance de questions au gouvernement qui commence immédiatement. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Allez, c'est parti. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par monsieur Laurent Croizier pour le groupe démocrate. Le groupe démocrate, c'est le modem de François Bayrou. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. L'insécurité gâche la vie des Français. Ils réclament que nous agissions pour leur sécurité au quotidien. C'est la promesse de 2017 et nous avons agi avec la création de 10 000 puis 8 500 postes de policiers et gendarmes supplémentaires pour renforcer la présence des forces de l'ordre au contact des Français dans nos villes et nos villages. Les députés du groupe démocrate saluent l'engagement de nos forces de l'ordre. Policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux qui sont aux avant-postes de la lutte contre les trafics, les incivilités et la délinquance. Rappelons ici combien ces actes pèsent sur le quotidien de nos concitoyens et l'émotion légitime que nous avons tous ressentie à l'annonce des graves blessures subies samedi dernier par un sapeur-pompier volontaire de 39 ans à Évian-les-Bains, en tentant de s'interposer face à un rodéo urbain. Nous avons une pensée pour lui. Notre réponse doit être ferme. Il y a un enjeu considérable à restaurer l'autorité et le respect de la loi. Laurent Croizier, il a 50 ans, il est député du Doubs, du côté de Besançon, il est professeur des écoles dans le quartier de Planoise à Besançon, il est fils de cheminot, il a été entraîneur et directeur du centre de formation de l'équipe professionnelle de basket de Besançon. Il pose une question sur l'insécurité et la sécurité du quotidien. Vice-président du groupe d'études sur la police municipale, c'est peut-être pour ça qu'il pose la question. Terrain public ou privé. Monsieur le ministre, il est temps de reposer le débat du continuum de sécurité et de la mobilisation des polices municipales. Comment comptez-vous renforcer leur pouvoir et élargir les compétences des polices municipales afin de prendre pleinement part à la sécurité des Français? Bah oui, il est engagé sur les questions des polices municipales, Laurent Croizier, c'est pour ça qu'il pose la question. Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Allez, on écoute la réponse du gouvernement. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez eu raison de rappeler que nos polices municipales sont désormais la troisième force de sécurité intérieure après la gendarmerie et la police nationale. Nos policiers municipaux sont plus de 28 000 sur le territoire et ils sont au quotidien désormais confrontés à l'intensité des violences de plus en plus importantes. D'ailleurs, faut-il rappeler, mais l'Assemblée nationale le sait, que ce sont des policiers municipaux qui ont arrêté le criminel de Mulhouse. Ils étaient d'ailleurs accompagnés d'ASVP. Qu'avons-nous fait? Que comptons-nous faire? Nous avons engagé, il y a un an, le Beauvau de la sécurité de la police municipale a été engagé. En arrivant au ministère au mois de décembre, on a immédiatement repris le dossier. Nous avons mené très rapidement, et j'ai mené très rapidement, les
consultation nécessaire sur le territoire, bien évidemment, mais avec toutes les associations de maires et professionnels, de façon à déterminer précisément ce que nous pouvions faire pour donner plus de pouvoir aux polices municipales. Et je vais résumer très vite ce que j'ai essayé d'expliquer hier devant la délégation en charge des polices municipales qui est présidée par Éric Pauget ici. Les choses. 1, il faut renforcer les pouvoirs de nos policiers municipaux. 2, cela doit rester à la main des maires au titre de la liberté des collectivités locales. 3, il faut donner des moyens juridiques supplémentaires. La loi devra être modifiée si l'on veut que nos policiers municipaux, en particulièrement nos maires, aient des moyens supplémentaires. On a évoqué la possibilité de prendre des AFD, on a évoqué la possibilité de contrôler des coffres de voitures, on a évoqué la possibilité de saisir un certain nombre d'éléments, et notamment des éléments de stupéfiants, on a évoqué la possibilité d'accéder enfin à des fichiers. François-Noël Buffet qui est en train de parler, il a 61 ans, il est avocat de profession, il est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, ancien candidat UMP à la présidence du Grand Lyon face à Gérard Collomb. Nous sommes exactement sur le point de terminer les consultations. Cette semaine, j'ai rencontré tous les élus, tous les maires. Demain, je rencontrerai les syndicats de police et le texte sera prêt, je le crois sincèrement, pour le mois de juin. Merci beaucoup. Ok, donc un texte qui devrait arriver en juin sur la sécurité à l'Assemblée. Merci, Monsieur le Ministre. Pour la sécurité des Français, les députés du groupe Les Démocrates comptent sur nos policiers nationaux, nos gendarmes et nos policiers municipaux. Merci beaucoup. La parole est à présent à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Monsieur le Ministre, vous revenez de négociations en Nouvelle-Calédonie où vous avez mis sur la table une proposition d'indépendance association, c'est-à-dire un transfert des compétences régaliennes, l'instauration d'une double nationalité de droit et néo-calédonienne avec un statut internationalement reconnu. Votre démarche nous alarme et nous interroge bien au-delà de la Nouvelle-Calédonie. À Mayotte, comme en Polynésie et ailleurs en Outre-mer, votre proposition d'indépendance aux Calédoniens qui ont dit non, votre proposition sonne comme une alerte rouge. Les Calédoniens ont exprimé clairement, par 3 référendums successifs, leur attachement indéfectible à la République. Malgré ces votes, vous avez choisi d'offrir une indépendance déguisée. Vous avez choisi de vider les votes de toute substance. Quelle garantie pouvez-vous dès lors donner aux autres territoires ultramarins que vous ne proposerez pas l'indépendance en réponse à des émeutes, des revendications statutaires ou indépendantistes minoritaires ? Mayotte, revendiquée et déstabilisée par son voisin qui orchestre des violences sur notre île. Mayotte qui a voté pour rester française et dont certains recommandent ici le largage. Mayotte est plus vigilante que jamais face à vos démarches. Une question se pose. Quelles sont les intentions réelles du gouvernement face aux Outre-mer ? Le largage, quels que soient les votes exprimés, le largage en réponse aux violences de certains, le largage quand les ingérences étrangères tentent de déstabiliser notre pays. Estelle Youssoufa, elle a 46 ans, elle est députée de Mayotte, elle est journaliste, ancienne animatrice TV sur LCI, TV5 Monde, BFM, Al Jazeera et iTélé, leader du collectif des citoyens de Mayotte qui luttent contre l'immigration comorienne. Elle pose une question sur la Nouvelle-Calédonie et la proposition qui a été faite par Manuel Valls. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Estelle Youssoufa, vous dressez un parallèle curieux et j'oserais dire hasardeux entre la situation en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans l'ensemble des territoires ultramarins. Vous comparez des situations incomparables alors que chaque territoire a sa spécificité et vous me faites, à tort, un procès d'intention. La Nouvelle-Calédonie a une trajectoire singulière. Son histoire est celle d'une colonisation de peuplement et pénitentiaire brutale. Il y a un peuple premier, les Kanaks, qui a connu la ségrégation. Elle est inscrite sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. 3 référendums, vous avez raison, ont refusé l'indépendance, même si le 3e a laissé un sentiment d'inachevé. Mais cela ne signifie pas la fin du processus de décolonisation et d'autodétermination qui est incontournable si l'on veut la stabilité et la paix. Les accords de Matignon et de Nouméa cherche à concilier la recherche d'un lien fort avec la France et l'aspiration à la souveraineté. C'est mon choix, c'est notre choix, un partenariat solide et durable avec la France et j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive. Aucun des mots que vous avez évoqués n'a été prononcé et les discussions continuent avec l'État et entre partenaires sans
prêter trop attention aux bruits politiques et médiatiques. Manuel Valls, il a 62 ans, il est ministre des Outre-mer, il est Renaissance maintenant, natif de Barcelone, il a été maire d'Évry et Premier ministre sous la présidence de François Hollande. Raison de plus pour continuer à soutenir ce territoire comme nous le faisons aujourd'hui. N'ayez crainte, le gouvernement sait, sur ces territoires où il va, dans un rapport de franchise, de soutien et de solidarité. Mais moi, ce que je veux, Madame la députée, c'est la paix civile en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs et ce qu'on puisse trouver, oui, l'accord et le chemin commun qui était inscrit dans les accords de Nouméa. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Manuel Valls qui essaye de rassurer la députée de Mayotte sur ce que ça impliquerait de cette décolonisation. Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est gravissime. Vous venez, malgré les 3 votes contre l'indépendance, de maintenir ici, devant la représentation nationale, que vous la mettez sur la table. Vous savez parfaitement que la décolonisation ne signifie pas l'indépendance automatique. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que quelle que soit la position de la majorité en Nouvelle-Calédonie, vous allez imposer l'indépendance. C'est grave. Estelle Youssoufa, très en colère sur ce qu'impliquerait cette indépendance de la Nouvelle-Calédonie pour Mayotte. Jérémy Patrier-Létus. Présidente, Monsieur le Premier ministre, nos enfants sont menacés. Menacés par un fléau qui les enferme et les isole. Un fléau qui les expose à la violence, au harcèlement et à la haine. Un fléau qui menace leur santé mentale et leur équilibre psychique. Ce fléau porte un nom, les réseaux sociaux. Ce fléau sévit et prospère grâce à un clic. Un petit clic de quelques secondes qui permet à un enfant de 10 ans d'ouvrir un compte sur un réseau social. Ce geste simple et anodin, plus de la moitié des enfants de moins de 13 ans de notre pays l'ont fait en s'inscrivant sur les réseaux sociaux. Monsieur le Premier ministre, les enfants se retrouvent livrés dès le plus jeune âge à la brutalité du monde et aux fausses informations. Des familles entières se retrouvent démunies face à la toute-puissance des géants du numérique. 80% des parents déclarent ne pas savoir ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux. C'est pour répondre à cet état d'urgence que grâce à l'engagement et la ténacité de Laurent Marcangeli, que je veux ici saluer et remercier, notre groupe Horizon et Indépendant avait porté en mars 2023 une loi simple et de bon sens, la majorité numérique, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans. Monsieur le Premier ministre, cette loi, votée à l'unanimité à l'Assemblée et au Sénat, puis promulguée, devait enfin donner aux familles le pouvoir de dire non et aux plateformes l'obligation de contrôler l'âge de leurs utilisateurs. Mais 2 ans après, rien n'a changé. Aucun décret d'application, aucune mesure concrète. La loi dort dans un tiroir et nos enfants continuent d'être livrés à eux-mêmes. C'est inacceptable. Jérémy Patrier-Létus, il a 36 ans, il est député du Calvados, du côté de Lisieux. Il fait partie du groupe Horizon, le groupe d'Édouard Philippe. Il a été directeur de la communication de l'établissement public de restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et il pose une question sur les réseaux sociaux et les effets néfastes sur les mineurs. Quand allez-vous enfin publier les décrets pour que la majorité numérique à 15 ans devienne une réalité? Quand allez-vous décréter l'état d'urgence contre les réseaux sociaux et l'addiction aux écrans? Je vous remercie. Et il demande au gouvernement de se dépêcher pour publier les décrets d'application de la loi de 2023 sur la majorité numérique. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Vous êtes pour l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Monsieur le député, je comprends votre impatience parce qu'il y a urgence de protéger nos enfants. Quand aujourd'hui, 3 enfants de moins de 13 ans sur 4 ont déjà un compte sur un réseau social. Quand 4 enfants sur 10 disent non seulement ressentir de l'anxiété, mais de l'addiction face aux réseaux sociaux. Quand ils ont accès en seulement un clic à des contenus comme des tutos pour se scarifier ou pire, pour faire des nœuds coulants, des contenus qui leur demandent de s'affamer parce qu'il faut mieux être vide que vilaine. Tous ces contenus, la réponse est simple, les réseaux avant 15 ans, c'est non. Le président de la République l'a rappelé hier, c'est une priorité et je ne lâcherai rien. Alors vous parlez de Marcangeli et je veux saluer le travail qu'a fait le député Marcangeli et le ministre Marcangeli aujourd'hui. Je le sais très attaché à cette question et je sais le travail que tout ce Parlement a fait sur cette question. Aujourd'hui, mon travail est d'avancer au niveau européen. Au niveau européen, pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir maintenant d'imposer la vérification d'âge aux plateformes. Et je ne lâcherai rien sur cette question. Aujourd'hui, il est inadmissible qu'une plateforme demande aux enfants de mettre sa date de naissance pour décider de l'âge qu'ils ont. Et nous avons confié à l'Europe cette responsabilité d'encadrer la protection des mineurs sur les plateformes.
Je crois que le problème, c'est que c'est une compétence européenne surtout. C'est ça une partie de la difficulté sur 150 millions d'Européens sur le sujet. Force. Et je peux vous garantir que la France est suivie sur cette question. Ce matin même, la Belgique a annoncé qu'elle aussi, elle voulait avancer pour interdire les réseaux sociaux avant 15 ans. Nous le ferons en Européens, nous serons très fermes, car il n'y a plus d'échappade possible. Je ne viens pas avec une règle pour interdire, je viens avec une règle pour protéger nos enfants et pour dire à tous les parents qui très souvent se sentent démunis que nous aurons des réponses fermes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Le gouvernement donc qui veut avancer sur ce sujet, mais qui s'en remet à l'Europe. Premier ministre, hier soir, au milieu d'une logorée où l'indigeste le disputait à l'insipide, le président Macron a manié le couperet contre ArcelorMittal en refusant toute nationalisation, même partielle ou temporaire. Au mépris des plus de 600 salariés menacés dans leur emploi, dont les représentants étaient présents à l'Assemblée nationale hier, vous préférez continuer de faire vivre les dogmes du libre-échange qui ont pourtant ravagé notre industrie depuis 40 ans, entraînant trop de territoires dans le marasme. Hier, c'était Gandrange et Florange, aujourd'hui c'est Dunkerque et demain Fos-sur-Mer ou Saint-Chély. Ne pas accepter cela, c'est tout simplement une question de souveraineté, comme l'ont compris des pays voisins tels que le Royaume-Uni, qui a protégé sa production d'acier. Car l'acier est à l'industrie ce que l'eau est à la vie. Sans acier, quelle filière automobile? Sans acier, quelle filière aéronautique? Sans acier, quelle filière énergétique? C'est tout notre appareil productif que vous fragilisez, avec ces aides publiques dévoyées qui vont gonfler les dividendes de Mittal au détriment des investissements nécessaires. À l'heure où les empires se dévoilent, comment accepter que plus de 50% de l'acier mondial soit aujourd'hui produit par la Chine et que nous soyons de fait en situation de dépendance? Oui, c'est d'un protectionnisme solidaire dont nous manquons, un protectionnisme qui valorise les travailleurs de notre pays, fiers de la belle ouvrage, fiers de donner à la France les moyens de son indépendance. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait à des moments cruciaux de notre histoire, pour construire et même reconstruire le pays, nous vous demandons d'utiliser le levier de la socialisation des moyens de production de l'acier en France. La nationalisation qui est demandée par Nicolas Sansu, 56 ans, député du Cher, du côté de la ville de Bourges. Il a été collaborateur parlementaire de Jean-Claude Sandrier, qui était un député communiste. Nicolas Sansu, il a fait toute sa vie au Parti communiste. Depuis qu'il a l'âge de 20 ans, il a été à l'UNEF, à l'UEC. Et aujourd'hui, il se fait le relais de la colère des syndicats et des salariés menacés d'ArcelorMittal. Merci beaucoup, monsieur le député. On va voir ce qu'en répond le gouvernement. De l'économie et des finances. Éric Lombard qui va répondre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu, effectivement, l'acier est un bien indispensable pour notre économie et ces entreprises sont essentielles. Elles ont fait notre pays, elles vont le faire à l'avenir et c'est pourquoi nous voulons les protéger. Alors, je veux d'abord, évidemment, avoir une pensée chaleureuse pour les 600 collaborateurs d'ArcelorMittal qui sont malheureusement touchés par ce plan, mais je veux aussi ajouter à cela les 11 000 collaborateurs de ThyssenKrupp et l'ensemble des 310 000 salariés de la filière en Europe qui sont menacés, mais qui ne sont pas menacés parce que tel ou tel propriétaire aurait telle ou telle politique. Nous voulons, avec cette société, maintenir en France les sites de production. Et pour cela, nous luttons sur tous les fronts. D'abord, le front européen. Nous avons obtenu, avec le ministre Marc Ferracci, le 19 mars, l'augmentation des mesures de sauvegarde prises par la Commission pour protéger le marché européen, pour lutter contre la concurrence déloyale. Nous allons travailler à stabiliser les prix de l'énergie. C'est le mandat donné au nouveau patron d'EDF qui a été nommé il y a quelques jours. Nous voulons éviter que le prix du carbone soit pénalisant en renforçant le mécanisme d'ajustement du prix carbone aux frontières. Et nous voulons enfin décarboner cette industrie afin qu'elle soit... Ah, pourquoi ça bug? Il faut décarboner l'industrie de l'acier afin qu'elle rencontre les objectifs et écologiques. Et donc, nous sommes au combat sur tous ces plans et je veux vous dire en conclusion que ce n'est pas en changeant de propriétaire qu'on trouvera une meilleure solution. Nous allons trouver une bonne solution avec les dirigeants actuels de ce groupe. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 2 secondes, monsieur le député. C'était Éric Lombard, le ministre de l'Industrie. Je pense que vous faites erreur en ne prenant pas le contrôle d'ArcelorMittal. Merci beaucoup. Et le député communiste qui, lui, demande la nationalisation de l'usine, de l'entreprise. Olivier fait ça. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le Premier ministre, il y a un an, dans la nuit du 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie s'embrasait. Des violences causées par le refus d'une réforme visant à rétablir un principe pourtant fondamental, le suffrage universel et le dégel du corps électoral. 14 morts, 750 entreprises détruites et 2 milliards d'euros de dégâts. Depuis, rien n'est réglé. Pire, le dossier calédonien est traité avec un amateurisme mettant en danger l'unité de la nation. Alors que 3 référendums ont rejeté l'indépendance, les initiatives de votre ministre traduisent un contournement de la volonté populaire. Son projet d'indépendance association, sans soutien de l'Élysée ni mandat démocratique, remet en cause l'intégrité de notre territoire. Ce n'est plus possible, la situation exige un cap clair. Quel message envoyez-vous aux Calédoniens qui ont majoritairement choisi d'être français ? Qu'ils sont dans une république qu'il suffit de brusquer pour qu'elle renonce à la démocratie ? Réaffirmez et faites respecter les référendums qui ont rejeté l'indépendance. Suivez le Conseil d'État qui juge le gel du corps électoral non conforme aux principes républicains. Assurez la sécurité des prochains scrutins face à des fraudes massives. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement compte-t-il garantir que les prochaines élections provinciales se dérouleront sur une base démocratique, conforme aux principes républicains et avec les moyens nécessaires pour assurer leur sécurité et leur sincérité ? Au lieu de rouvrir des débats sur ce qui divise et fracture, allez-vous enfin opter pour l'essentiel, la reconstruction économique et sociale dans la souveraineté française, plutôt que de vous enliser dans des débats institutionnels clivants? Olivier Fessa, il a 57 ans, il est député des Bouches-du-Rhône, il est courtier en assurance de profession, il est proche d'Éric Ciotti, il pose une question, vous l'avez compris, sur la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls qui passe une mauvaise journée aujourd'hui parce qu'il est trop à gauche. Depuis un an et évidemment depuis que j'ai pris mes fonctions, c'est-à-dire depuis quelques mois, la priorité c'est la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais tout simplement rappeler ici devant la représentation nationale que ce sont 3 milliards d'euros qui ont été investis pour la Nouvelle-Calédonie, au-delà de 1,5 milliard qu'il est tous les ans. C'est un soutien à la filière nickel et à la reconstruction du territoire. Et nous allons continuer également dans ce sens, à condition qu'il y ait un certain nombre de réformes pour l'année 2025. Ce sont plus de 20 escadrons de gendarmerie qui sont sur place pour garantir la sécurité de tous les Calédoniens. Et puis, au-delà des 3 référendums, et c'était prévu par les accords de Nouméa, il fallait continuer à négocier pour essayer de surmonter ce que j'ai dit il y a un instant à Madame la députée Youssoufa, aboutir à la fin du processus de décolonisation et permettre toujours l'exercice du droit à l'autodétermination. Tant qu'on n'aura pas réglé ces 2 sujets, nous n'aurons pas assuré, n'aurons pas garanti la paix civile en Nouvelle-Calédonie. Et c'est le sens des initiatives que j'ai prises, le fait que nous avons réussi de nouveau à avoir tout le monde autour de la table pour négocier. Il n'y aura pas de solution en Nouvelle-Calédonie les uns contre les autres. Vous savez, j'ai la mémoire, je me rappelle des propos définitifs qui ressemblent un peu aux vôtres de Bernard Pons en 1987, après un référendum qui avait donné 98% en faveur du oui. Quelques mois après, il y avait UVA, quelques semaines après, il y avait les accords de Matignon et de Nouméa. Donc pas de mots définitifs, trouvons la voie du dialogue pour le chemin ensemble et n'utilisons pas, n'instrumentalisons pas la Nouvelle-Calédonie ici à des fins de politique intérieure. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Manuel Valls qui énerve toute la droite. Merci, mais j'ai l'impression que votre démarche ne s'inscrit pas dans le respect de la volonté ni de la majorité des Calédoniens, ni celle de la majorité des Français. Mais je vous remercie néanmoins. Merci beaucoup, Monsieur le député. C'est rare, un député qui remercie. David Magnier pour le Rassemblement national. David Magnier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, du groupe Rassemblement national et j'imagine de toute notre Assemblée, rendons hommage à Fabrice Mouello et Arnaud Garcia, tués durant l'attaque de leur fourgon pénitentiaire à Incarville. Un an après, Monsieur le Ministre, où en est-on? La situation est d'autant plus alarmante. Rien n'a changé, tout a empiré. Les agents pénitentiaires sont toujours des cibles. En France, les agressions contre eux explosent. En 2024, le ministre de la Justice recensait... Putain, je sais pas ce qu'il a, le site internet de l'Assemblée nationale aujourd'hui. S'il pouvait se réveiller, ça ferait du bien. Attendez. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, respirer un coup, relancer? Putain, il veut même pas lancer le live, quoi. Jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
2025, le domicile d'un couple de surveillants a été visé par un incendie criminel. Des bidons d'essence retrouvés et des issues bloquées. Cet acte s'apparente à une tentative d'homicide et malheureusement, ce n'est pas un acte isolé. David Magnier qui est en train de parler, il est député de l'Oise, il a 52 ans, il est cuisinier, il est responsable de la cuisine dans un lycée. Il a été gilet jaune et il a commencé son engagement politique en 2019 en allant sur les ronds-points. Il a poursuivi son engagement au Rassemblement national au moment de la crise sanitaire et il a été élu député en juin dernier. Il pose une question, vous l'avez compris, sur les attaques des agents pénitentiaires. Vous avez suivi peut-être ces dernières semaines les différentes attaques dont ont été victimes des centres pénitentiaires et des prisons, des maisons d'arrêt. Également dans ma circonscription, à Amiens et ailleurs. Ce n'est plus tenable. Ces hommes et ces femmes sont abandonnés, ils vivent dans l'angoisse, contraintes justement d'installer des caméras afin de protéger leurs familles. Les interpellations contre ces 21 suspects mis en examen ne suffisent pas. Les mesures de sécurité restent que simplement des paroles. Le Rassemblement national et les agents attendent des actes concrets, renforcement des effectifs et sanctions exemplaires contre les agresseurs qui devraient écoper d'une peine d'une prison ferme systématique. Nous voulons rétablir la loi et l'ordre dans notre pays. Monsieur le ministre, il est temps d'agir. Un an après Incarville, que comptez-vous faire pour assurer la sécurité des 40 000 agents pénitentiaires français? Député. La parole est à Madame Sophie Primas, porte-parole du gouvernement. Sophie Primas, ancienne invitée de l'émission Backseat, qui va répondre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Magnier, d'abord je souhaite excuser le garde des Sceaux qui était en ce moment même avec le président de la République à Caen, aux côtés des familles de Fabrice Moello et Arnaud Garcia, agents pénitentiaires qui ont été, vous l'avez rappelé, froidement assassinés. Coopération évidemment et à la demande du garde des Sceaux. Enfin, des dispositions très fortes ont été adoptées par votre Assemblée et par le Sénat, et le gouvernement vous en remercie, dans la PPL narcotrafic, notamment celle de la création d'une police pénitentiaire dès 2026, dont l'objectif sera aussi la protection du personnel pénitentiaire. Et enfin, vous le savez, le garde des Sceaux a souhaité que 2 établissements de haute sécurité soient créés pour isoler les plus grands narcotrafiquants qui aujourd'hui, malheureusement, sont en lien avec l'extérieur et qui présentent ces dangers pour le personnel. Je rappelle que les députés et les ministres doivent respecter 2 minutes de temps de parole, pas plus. La parole est à Monsieur Christophe Marion pour le groupe Ensemble pour la République. Christophe Marion. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, comme président du groupe d'amitié avec le Soudan, je dois vous avouer ma colère et ma honte aussi, parce que nous n'écoutons pas les souffrances, les cris des Soudanais qui sont confrontés à ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Chers collègues, nous sommes profondément touchés, à raison, par les drames ukrainiens ou gazaouis, mais celui vécu par les civils soudanais semble ne pas nous atteindre. Pourtant, plus de 150 000 morts, 13 millions de déplacés, 12 millions de femmes et filles exposées aux violences sexuelles, des pratiques génocidaires au Darfour et 25 millions d'humains menacés par la famine. Le Soudan est-il trop loin? Jugeons-nous ce conflit trop complexe? Quelles que soient nos raisons, rien ne justifie notre indifférence politique et médiatique. La voix des Soudanais doit résonner plus souvent ici, dans cet hémicycle et sur les scènes européennes et internationales. La dignité nous impose de faire mieux pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dont l'accès s'est encore détérioré, pour faire appliquer l'embargo sur les armes en pesant sur les acteurs extérieurs au conflit comme les Émirats arabes unis et enfin pour accueillir dignement les réfugiés les plus fragiles. La participation de la France aux conférences internationales sur le Soudan est évidemment précieuse, mais son action diplomatique mériterait d'être renforcée et peut-être même repensée. Car peut-on vraiment continuer à appeler de nos vœux la mise en place d'un gouvernement civil tout en refusant de choisir entre paramilitaires d'une part et gouvernement du général Al-Burhan d'autre part? Tous les Soudanais démocrates que j'ai rencontrés me le disent, une transition démocratique ne pourra jamais voir le jour sans paix. Peut-il temps d'apporter notre soutien clair aux forces armées soudanaises au sein desquelles la jeunesse révolutionnaire elle-même, celle qui a renversé le... Christophe Marion, il a 52 ans, il est député du Loir-et-Cher, il est professeur agrégé d'histoire, il est historien auprès de l'Université de Tours et de l'École des Chartes. Il a été au Parti Socialiste avant de rejoindre La République En Marche et il pose une question sur la crise du Soudan. Il l'a dit lui-même, il est le président du groupe d'amitié avec le Soudan. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur
Monsieur le député Christophe Marion, merci de votre question et merci de votre engagement constant pour qu'on n'oublie pas la crise humanitaire aujourd'hui au Soudan. Et vous l'avez dit, vous le savez, la France est toujours mobilisée parce que nous refusons toute forme de double standard et parce que nous sommes mobilisés précisément pour rétablir la paix au Soudan. Nous avons des intérêts de sécurité en main rouge, nous avons une responsabilité particulière en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons soutenu l'aspiration démocratique légitime du peuple soudanais après la révolution de décembre 2018. La France a condamné l'usage par les forces de soutien rapide de drones contre les infrastructures civiles et c'est pour ça que nous nous mobilisons pour faire appliquer la résolution 1591 des Nations Unies qui précisément demande un embargo contre toutes les livraisons d'armes au Darfour et la fin de tous les soutiens extérieurs qui viennent alimenter ce conflit. Vous avez rappelé, monsieur le député, le rôle moteur qu'a joué la France sur la question humanitaire. Il y a eu la conférence humanitaire d'avril 2024 à Paris et je peux vous assurer que la quasi-totalité des promesses de c'est pour cela que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était à Londres le mois dernier pour co-présider une autre conférence avec nos partenaires européens et de l'Union africaine, précisément pour souligner les besoins d'aide et d'accès humanitaire, pour rappeler aussi les paramètres politiques d'une sortie de crise qui doit passer par une transition avec un gouvernement civil et démocratique. Benjamin Haddad, il a 38 ans, c'est le ministre chargé de l'Europe. Il a été conseiller pour un think tank américain spécialisé dans les relations internationales. Il a même enseigné les relations internationales à Sciences Po Paris avant de rejoindre la Commission européenne. Puis il a représenté les Français de Washington. Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe, qui travaille donc sous la coupe de Jean-Noël Barrot. Territorial du Soudan. Monsieur le député, je sais que je peux compter sur votre engagement et votre mobilisation. Nous n'abandonnerons pas le Soudan. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame André Torigna pour le groupe La France Insoumise. André Torigna. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, il aura fallu 19 mois pour que celles et ceux qui salissaient hier les défenseurs de la paix revoient l'inconditionnalité de leur soutien à la politique criminelle d'Israël. Le poids de la complicité semble être devenu trop lourd à porter et pour cause. Plus de 50 000 victimes civiles à ce jour, à majorité des femmes et des enfants, des amputations à vif, des écoles rasées, des soignants et des journalistes assassinés, une famine orchestrée par l'armée soi-disant la plus morale du monde. C'est ce que nous n'avons eu de cesse de dénoncer malgré une pluie de calomnies, de répression et de menaces de mort. Comment pouvait-on croire que cette fuite en avant génocidaire libérerait les otages, libération que nous espérons, comme celle des milliers de prisonniers palestiniens, dont des centaines d'enfants? Monsieur Netanyahou n'a jamais caché son objectif et sa dernière déclaration confirme un projet qui n'est pas nouveau. Déporter la population de Gaza pour annexer ce territoire, encouragé aujourd'hui par le président Trump. Ce plan ne s'arrêtera que si les puissances occidentales cessent de l'encourager dans cette voie. Monsieur le ministre, lundi, vous avez estimé que la demande de révision de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne était légitime. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. L'inertie des États membres de l'Union européenne ne peut pas conduire la France à renoncer aux mesures coercitives unilatérales qu'elle a le devoir de prendre. Vous aimez rappeler les sanctions prononcées contre 28 colons israéliens ultra-violents. La colonisation à visage humain n'existe pas. Qu'en est-il des 500 000 autres qui commettent des crimes de guerre en s'appropriant des terres en toute illégalité ? Il est du devoir d'un responsable politique d'agir aujourd'hui pour empêcher que l'histoire d'un génocide s'écrive au passé. André Torigna, elle a 61 ans, elle est députée de la Loire, du côté de Saint-Étienne. D'ailleurs, elle est professeure de français au collège à Saint-Étienne. Elle a commencé son engagement chez les jeunes communistes et à l'UNEF. Et elle pose une question sur la remise en question de l'accord entre l'Union européenne et Israël. On écoute la réponse de Benjamin Haddad, suite aux propos du président de la République hier sur ce sujet. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Torigna, depuis le premier jour, la diplomatie française est mobilisée à Gaza, au Moyen-Orient, pour faire entendre la voix qui a toujours été la sienne, cette voix singulière et d'équilibre, pour appeler à un cessez-le-feu permanent, pour appeler à la libération de tous les otages, pour appeler au soutien du droit international humanitaire et pour appeler à une solution
politique à deux États, un État palestinien souverain aux côtés d'un État israélien qui vivent côte à côte en sécurité, qui est la seule voie qui peut ramener la paix dans la région. Le président de la République l'a rappelé en des termes très clairs et très fermes hier soir lors de son interview. Toute entrave à l'accès à l'aide humanitaire à Gaza doit être stoppée. L'aide humanitaire pour les populations civiles doit rentrer et nous travaillons en ce moment même avec nos partenaires de la région pour relancer le dialogue politique, pour relancer une perspective de reconstruction de la bande de Gaza et de gouvernance qui doit passer sans le Hamas et avec le désarmement du groupe terroriste qui est le Hamas, et pour lancer une dynamique avec l'Arabie Saoudite lors de la conférence des Nations Unies qui aura lieu le mois prochain à New York, pour lancer une dynamique de reconnaissance de l'État palestinien et de reconnaissance Israël et ses pays voisins. Voilà la ligne qui a toujours été celle de la France et que nous continuerons à porter avec constance et avec détermination dans la région pour la paix. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Emmanuel Grégoire pour le groupe socialiste. Emmanuel Grégoire, le député de Paris. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture, Madame la Ministre Rachida Dati. Je reconnais qu'il faut une sacrée dose d'audace et de culot pour insulter les auditeurs d'une radio qui vous accueille. Mercredi 7 mai, lors de votre entretien sur France Inter, vous avez franchi un cap inédit de contre-vérité. Pendant 27 longues minutes, vous avez asséné aux auditeurs une série de mensonges indignes de votre fonction. Vous prétendez que la fusion des entités de l'audiovisuel public s'impose parce que, je vous cite, partout en Europe, il existe une société unique. Madame la Ministre, vous mentez. En Allemagne et en Belgique, les groupes publics distincts coexistent sans fusion. En Italie, la RAI centralisée est loin d'être un modèle de pluralisme. Quant à la BBC, que vous ne cessez de prendre pour exemple, son indépendance est aujourd'hui mise à budgétaire. Vous méprisez le service public de l'audiovisuel, vous le soupçonnez, vous cherchez à le centraliser. Vous affirmez que votre projet commence à faire consensus. Là encore, Madame la Ministre, vous mentez. La réalité, c'est une mobilisation massive des professionnels de l'audiovisuel public contre un projet jugé absurde, coûteux et soumis à vos manœuvres politiciennes. Il est en train de parler de la fusion de Radio France et de France Télévisions. La question légitime des journalistes sur votre déclaration de patrimoine. Vous répondez que le journaliste serait payé, je vous cite, par la ville de Paris. Outre la très médiocre tentative d'esquive à cette question qui nous intéresse légitimement tous, c'est une attaque indigne contre la presse et contre les institutions dont il est du ressort de votre ministère d'en assurer l'indépendance et la liberté. Emmanuel Grégoire, il a 47 ans, il est député de Paris, c'est l'ancien chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault, mais c'est surtout l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo. Là, il y a un petit règlement de compte parisien parce que je vous rappelle que Rachida Dati, elle est candidate à la mairie de Paris et que Emmanuel Grégoire, qui est en train de l'allumer là, lui aussi, il est candidat à la mairie de Paris. Donc voilà, comprenez bien qu'il y a un enjeu dans l'enjeu. Cette réforme absurde. Mais bon, la question pose sur l'audiovisuel public et la réforme. C'est à Madame Sophie Primas, ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, c'est qui? C'est moi. Voilà. Je vous remercie de votre élégance, monsieur le député. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Grégoire, je vous prie d'excuser Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, qui est empêchée car elle reçoit un homologue étranger. Je voudrais vous dire... Le gouvernement sous la responsabilité du Premier ministre, nous souhaitons aller au bout de cette réforme. Nous sommes aujourd'hui à un point de bascule. Cela fait 10 ans que cette réforme est attendue. Notre pays doit disposer d'un audiovisuel public et souverain face aux différentes crises et aussi face à la concurrence. Les débats en commission ont été tronqués, vous le savez, pour des raisons qui tiennent plus à l'obstruction parlementaire qu'à autre chose. Et nous considérons que ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Mais les débats en commission ont aussi démontré qu'il y a une majorité pour voter ce texte. Tout cela démontre que face à des concurrences nouvelles, des coopérations renforcées entre les entreprises du service public semblent indispensables. Pour que ces coopérations fonctionnent, il faut un chef d'orchestre unique et c'est le sens de la holding exécutive. Non, tout ne va pas bien aujourd'hui dans le service public et surtout, il nous faut ensemble, monsieur le député, préparer l'avenir.
Est-ce qu'une mission d'un grand service audiovisuel public n'est-il pas de s'adresser à tous les Français sur tout le territoire? Est-ce que les audiences ne vieillissent-elles pas aujourd'hui? Est-ce que les catégories populaires sont au cœur de l'auditoire? Non, et vous le savez car vous connaissez, monsieur le député, les chiffres. Alors doit-on continuer comme ça? La réponse est non, et ces chiffres, vous les connaissez. Quand on dit qu'il s'agit de renforcer l'audiovisuel public, lui permettre de continuer à toucher tout le monde pour qu'il puisse pleinement exercer sa mission, qui est aussi une mission d'émancipation, nous poursuivons ensemble le même objectif, monsieur le député, et nous pensons sincèrement que la gauche devrait soutenir cette réforme. Pas sûr que la gauche ait envie de soutenir cette réforme. Ministre, la parole est à présent à Madame Josiane Corneloup pour le groupe Droite républicaine. Josiane Corneloup, pour les Républicains. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 3 avril dernier, aux assises de simplification, vous dénonciez la boulimie normative de l'État devant le Sénat. Je me souviens également de votre intervention en 2013 où vous compariez le Code du travail suisse à l'immense complexité du Code du travail français. Pourtant, aujourd'hui, la réalité est implacable. Selon les chiffres révélés par les Échos, ce sont plus de 700 000 mots nouveaux qui ont été ajoutés au droit français en seulement 5 mois à Matignon. Nous venons de franchir le seuil vertigineux de 47 millions de mots dans le droit français, soit une augmentation de 109% en 20 ans. Les chiffres sont là, indiscutables. La France détient désormais un record européen de la contrainte normative, avec un poids estimé à 4% du PIB pour un coût de plus de 60 milliards à l'économie française, contre 0,8% en Italie, 0,3% en Allemagne, 0,3% en Espagne, 0,17% en Allemagne. Derrière ces statistiques, ce sont des entreprises qui renoncent, des agriculteurs qui abandonnent, des citoyens qui se sentent dépossédés de leur capacité d'agir. Le choc de simplification se fait attendre. Pendant ce temps, la machine législative s'emballe et l'État devient, pour reprendre vos mots, incroyablement nuisible au développement du pays. Avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, nous voulons lutter contre cette folie normative qui tue notre économie. Ma question est donc simple, monsieur le Premier ministre. Alors que les Français n'en peuvent plus de cette overdose de normes, que les chefs d'entreprise et les agriculteurs réclament de l'air et de la liberté, comment comptez-vous enfin passer des promesses aux actes? Quelles mesures concrètes et immédiates allez-vous prendre pour inverser la courbe de cette prolifération réglementaire, rendre la transparence obligatoire et libérer l'initiative dans notre pays? Josiane Corneloup, 65 ans, députée de Saône-et-Loire. Elle est pharmacienne et gérante d'une officine à Saint-Bonnet-de-Joux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs... Donc si vous achetez des capotes du côté de Saint-Bonnet-de-Joux, c'est probablement à Josiane Corneloup que vous allez la croissance les acheter. Nous en avons fait le constat avec le Premier ministre et nous devons nous saisir de ce sujet de façon énergique. De façon énergique, d'abord avec un texte qui est en train d'être examiné par les assemblées, qui est le projet de loi simplification, qui vise non seulement à réduire le nombre de normes, réduire le nombre de comités qui sont nécessaires pour approuver les projets, et puis aussi pour avoir un principe qui est nouveau, qui est de tester les nouvelles normes avant de les appliquer, de façon à ce que, avant qu'un texte vous soit présenté, on ait pu mesurer l'impact qu'il a, car effectivement, en France, comme en Europe, l'excès de normes pèse sur la croissance, et ça a d'ailleurs été bien documenté par le rapport de Mario Draghi. Et c'est pourquoi non seulement nous nous en occupons au niveau français, mais au niveau européen, puisque un certain nombre de ces normes viennent évidemment de l'Union européenne. Ça a été la directive appelée Stop the Clock pour arrêter, ralentir la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Et c'est au niveau européen, en parallèle avec ce que nous faisons en France, un agenda de compétitivité. J'ai jamais entendu parler de Stop the Clock. Dont nous souhaitons, avec la nouvelle commission, qu'il soit pris en compte avec plus d'énergie, et pour avoir passé 2 jours à Bruxelles lundi et mardi pour préparer l'agenda de la nouvelle commission, je peux vous dire que nous avançons dans la bonne direction et j'espère pouvoir en témoigner devant vous dans les mois qui viennent, parce qu'effectivement c'est un enjeu essentiel pour notre croissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste et social.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, des hommes, des femmes, des enfants s'effondrent dans les rues. Ils et elles n'ont plus que la peau sur les os. Voilà le témoignage poignant d'une travailleuse humanitaire à Gaza. Après les bombes, l'invasion terrestre, le décès de plus de 52 000 Gazaouis, la faim, la famine est devenue la nouvelle arme de guerre. Pourtant, de la nourriture, il y en a. Plus de 3 000 camions de l'UNRWA, plus de 116 000 tonnes d'aide alimentaire sont bloquées aux portes de Gaza. Depuis le 2 mars, au mépris de toutes les conventions internationales, au mépris, je dirais même, de l'humanité, le honteux siège d'Israël sur Gaza prive d'eau, de nourriture, de médicaments et de soins la population que nous voyons mourir à petit feu. Si nous acceptons qu'un pays puisse utiliser la famine comme arme parmi les plus infâmes, alors toutes les lignes rouges sont dépassées. Alors tout est permis, surtout le pire. Chaque jour, chaque heure, ce sont de nouveaux hommes, femmes, enfants, innocents évidemment, qui meurent. Chaque jour, chaque heure, c'est l'inaction internationale coupable à force de durer qui abandonne le peuple palestinien à son épouvantable sort. Toutes les actions possibles doivent être mises en œuvre immédiatement par la France pour acheminer l'aide humanitaire aux Gazaouis qui meurent de faim. Des sanctions doivent être prises immédiatement par la France contre Israël. L'État palestinien doit être reconnu immédiatement par la France. Jean-Claude Roux, il a 58 ans, il est député de Loire-Atlantique du côté de Châteaubriand. Il est professeur de français et d'anglais dans un lycée professionnel à Redon et il a été DJ à Argentan dans sa jeunesse. Après, il a été militant associatif dans la culture. Avant de devenir militant écologiste, il a été élu député et il pose une question sur Gaza et notamment sur la famine qui est imposée aux Gazaouis par le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. S'il vous plaît, quelles actions prendre immédiatement, pas dans des semaines ou des mois, pour sauver les Gazaouis? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Haddad, ministre chargé de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Roux, nous avons évoqué tout à l'heure cette question et je veux vous le répéter, vous avez entendu les propos du Président de la République, du ministre des Affaires étrangères auxquels vous avez fait référence. La France n'a jamais détourné le regard de la situation humanitaire à Gaza. Et c'est pour ça que la France s'est mobilisée pour l'acheminement de l'aide humanitaire et a demandé que toute entrave à l'accès à l'aide humanitaire, à la population civile de Gaza qui souffre aujourd'hui, soit immédiatement levée. Nous tenons la même position depuis le 7 octobre. La mobilisation diplomatique pour trouver un cessez-le-feu permanent dans la région, la libération de tous les otages, le respect du droit international humanitaire et l'engagement pour le dialogue politique pour mener à deux États, un État palestinien et un État israélien qui vivent côte à côte en sécurité. C'est pour ça que la France co-organise avec l'Arabie Saoudite le mois prochain une conférence diplomatique précisément pour mener à une dynamique de reconnaissance de l'État palestinien avec d'autres partenaires européens et ailleurs et une dynamique de reconnaissance mutuelle entre les pays arabes comme l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël. C'est pour ça que nous sommes mobilisés avec nos partenaires aussi pour préparer le jour d'après la reconstruction de la bande de Gaza et la gouvernance sans le Hamas et le désarmement du Hamas. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé. Les Pays-Bas ont demandé à la Commission européenne d'examiner le respect par Israël de l'article 2 de l'accord d'association avec l'Union européenne et la France a considéré que cette demande était légitime et nous avons demandé à la Commission européenne de l'instruire. Voilà les leviers qui sont mobilisés par notre diplomatie précisément pour faire entendre la voix de la paix, de l'humanité, de l'équilibre dans cette région. Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance de questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. C'est donc la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. À l'Assemblée nationale, les députés se dirigent vers les couloirs pour retourner dans leur bureau ou alors simplement prendre une pause avant de revenir dans l'hémicycle plus tard et reprendre leurs travaux. Une séance de questions au gouvernement au cours de laquelle on a abordé plein de sujets différents que je vais vous remettre là d'ailleurs. Hop là, tac, ils sont là. Et on a notamment eu Manuel Valls qui a été interrogé à 2 reprises suite à la proposition qu'il a faite d'un chemin vers l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie à terme, qui a beaucoup énervé la droite, qui lui en veut considérablement de remettre ainsi en cause, selon eux, les 3 référendums au cours desquels les habitants de la Nouvelle-Calédonie ont manifesté leur volonté de rester français.
C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure, mais en fait, je rigolais pas. Hein. C'est Manuel Valls fait un truc qui est trop à gauche pour un certain nombre de députés. Pas tous les députés, mais un certain nombre de députés qui en veulent à Manuel Valls pour ça. Et du reste, on a eu 2 questions qui ont concerné Gaza de la part de la France Insoumise et des écolos, suite aux propos hier à la télévision d'Emmanuel Macron, et suite à l'attente qui se fait de plus en plus pressante de la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Voilà. Voilà. Ça vous a plu, cette séance de questions au gouvernement? Il n'y a pas eu de questions sur la manif néo-nazie de la semaine dernière. Non. Il n'y a pas eu de questions sur ce sujet. Normalement, les partis, ils n'ont pas plusieurs questions. Non, ça, c'est le mardi. Là, c'est la séance du mercredi. Hier, il y a eu une question. Ah, mais hier, j'étais pas là. Je suis désolé, pardon, pour ceux qui ont regardé la séance hier. J'étais pas là hier. J'ai pas vu la séance d'hier. Il y en a eu un paquet hier. Ah oui, il y a eu plusieurs questions, même carrément sur la manif de néo-nazis dans Paris. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Très bien qu'ils aient posé ces questions-là. Petite question pour le chat, est-ce qu'on peut être de gauche sans jamais aller en manif? Et si t'arrêtais de mettre une barrière à l'entrée de la gauche, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui te rejoindraient. Peut-être. Après, c'est toi qui vois. Le short de Yann Toucourt était incroyable sur cette manif. Hein? Ah, j'ai pas vu le short de... Ah, mais si. Si, ouais, Yann Toucourt, il a fait un... Il a fait un short. Faut espérer parce que sinon on n'est pas prêt de gagner des élections. Ah bah ça... Oui. Par ailleurs, oui. La gauche n'est pas prête de gagner des élections si on compte que les gens qui vont en manif, ouais. C'est certain. Est-ce qu'on ferait pas une review de la séance d'hier en attendant 17h? Non. Je vais faire une pause, mesdames et messieurs. Je vais cut ce stream et je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour suivre ensemble l'audition de Betaram. Je vais live à 16h30. Ça vous va? On fait ça? Dans 1h30. Moi, il faut absolument que je fasse une pause. Là, il faut que je me repose. Hop. Je vais me reposer. Je vous fais un bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Donc 16h30, on se retrouve et on suit ensemble l'audition en direct de la commission d'enquête sur Betaram, audition de François Bayrou. À tout à l'heure. À tout à l'heure.